Écoutez, on va commencer doucement. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Euroquestions, saison 2026, épisode 13, et aussi le dernier rendez-vous avant cette pause estivale. Donc, je suis William Alater, je travaille à l'Institut Jacques Delors et j'ai le plaisir d'animer cette session en compagnie de Madame Nicole Gnesotto, qui est vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et également spécialiste reconnue des questions européennes, notamment sur ces questions de sécurité internationale et de géopolitique. Vous avez dirigé notamment, Madame Nexoto, l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et vous êtes aussi aujourd'hui encore professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Madame Nexoto, c'est un plaisir de vous avoir avec nous et merci d'avoir accepté l'invitation. Beaucoup, oui. Écoute, Bonjour à tous, que je ne vois pas. Et félicitations à tous pour vous intéresser à ce sommet de l'OTAN, euh, dont on peut dire deux choses très contradictoires. Euh, on peut le considérer comme une énorme farce, ou voire même comme une espèce de tragicomédie où Donald Trump pourrait jouer son rôle de pitre ou de héros. On peut aussi considérer ce sommet comme un exercice sérieux d'affirmation euh, de l'Europe de la défense ou de l'autonomie stratégique européenne. C'est selon, je crois que les deux visions sont parfaitement légitimes, soit un sommet blabla, comme d'habitude, blablabla, assorti quand même de 50 milliards de dollars d'engagement financier de part et d'autre, soit au contraire comme un sommet de mise en œuvre concrète d'une autonomie stratégique européenne. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y a un vrai gagnant, et tant mieux d'ailleurs, le vrai gagnant, c'est l'Ukraine. Les Ukrainiens ont obtenu deux choses très importantes. D'abord, le maintien, le renouvellement pour les 2 ans qui viennent de prêts, de subventions, de dons, enfin de tout ce que l'on veut, pour un montant de 140 milliards d'euros pour les aider dans leur effort de guerre, donc sur les 2 ans à venir, ce qui est bien. Et ils ont surtout obtenu des Américains la licence pour fabriquer eux-mêmes des patriotes, c'est-à-dire des missiles antimissiles dont ils ont absolument besoin, non pas contre les drones, mais contre les missiles lancés par la Russie. Alors évidemment, une licence de fabrication, ça n'est pas des missiles en tant que tels, donc il faudra du temps pour qu'ils arrivent à en construire. Mais sur ces deux points-là, pour les Ukrainiens en tout cas, le sommet de l'OTAN est une bonne affaire. Pour l'Europe, les Européens ont obtenu deux choses, je crois. Euh, Premièrement, une espèce de réassurance rhétorique, au moins rhétorique, puisque Donald Trump a signé cette déclaration qui parle d'un engagement, j'arrive même pas à retenir le terme tellement il est incroyable, un engagement indéfectible dans la mise en œuvre de l'article 5. Donc les Européens sont contents. Donald Trump continue de dire que l'article 5 est le fondement de l'OTAN, même si quelques jours avant, il disait que l'OTAN était un tigre de papier, que les Européens sont très décevants, que qu'il disait encore qu'il voulait reprendre le Groenland à un des alliés, c'est-à-dire au Danemark. En dépit de tout cela, les Européens donc ont obtenu cette réassurance rhétorique politique donc sur l'engagement américain dans la défense de l'Europe. Et puis ce qu'ils ont fait aussi, et ça de façon assez spectaculaire, ils ont confirmé, voire développé leurs engagements pour davantage de coopération industrielle en matière de défense, avec notamment une grande annonce, enfin plusieurs grandes annonces, mais la plus importante, me semble-t-il, c'est celle de la création d'un pool de 7 pays européens pour acheter ensemble des A400M fabriqués par Airbus, c'est-à-dire des avions de transport lourd, et donc de créer cette espèce de pool à la fois d'achat et d'utilisation d'un matériel européen à destination des armées européennes. Donc ça, je crois que c'est une annonce très importante. Donc voilà pour les deux points forts, je crois, d'un point de vue européen qui ont marqué
qui ont marqué ce sommet. Maintenant, comme vous le savez, le, le slogan, entre guillemets, du sommet de l'OTAN, c'était une Europe plus forte dans une OTAN plus forte. Alors, est-ce que on peut dire que c'est le cas? Est-ce que l'Europe est plus forte? Est-ce que l'OTAN est plus forte? Alors, du point de vue européen, on peut dire que oui, les Européens, d'abord, ont renforcé leur budget de défense. Tout le monde dépense plus. Tout le monde s'était engagé à dépenser 3,5% pour la défense. On n'en est pas là encore pour tout le monde, mais certains pays arrivent à 4% de dépenses du PIB pour la défense. Et en tout cas, tout le monde dépasse les 2% du PIB. Donc, et le chiffre que l'on peut citer, c'est dans les 10 dernières années, entre 2015 et 2025, les budgets de défense européens pris tous ensemble ont augmenté de 22%, ce qui est quand même un effort significatif très important en matière militaire et il faut espérer que les opinions publiques l'aient vraiment accepté. Tout d'un coup, ne se rendent pas compte que c'est beaucoup d'argent pour une politique quand même très risquée. Mais en tout cas, oui, l'Europe est plus forte si on prend la contribution financière à la défense et si on prend aussi l'avancée dans la fabrication d'armements européens aux bénéfices achetés par les Européens. Mais est-ce que ça suffit pour faire une Europe forte? Moi, je ne crois pas. Ce qui n'a pas été abordé dans ce sommet, et ce qui est l'essentiel, si l'on veut parler d'un pilier européen de l'OTAN ou d'une européanisation de l'OTAN, eh bien, ce serait d'aborder des questions difficiles, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement un pilier européen de l'OTAN? Qui a quel commandement? Parce que là, pour l'instant, les Américains ont délégué des commandements un peu opérationnels secondaires, mais ils gardent tous les grands commandements sont américains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le pilier européen de l'OTAN? Quelle serait la chaîne de commandement? Qui commanderait si les Américains ne sont pas là? Sacker est un Américain, mais qui serait l'Européen de commande si ça n'est pas d'Américains. Alors tout le monde dit le député Sacker, qui est essentiellement un Britannique, mais enfin ça pose un problème. On ne peut pas mettre toute l'armée européenne, et en particulier de l'Union, sous commandement d'un pays qui n'est pas membre de l'Union et qui même est contre la création d'une Europe politique. Mais deuxièmement, qu'est-ce que ça voudrait dire aussi de renforcer l'équivalent article 5 qui existe au sein du traité de l'Union européenne, le fameux article 47.2, qu'est-ce que ça veut dire, comment fait-on, quelle chaîne de commandement, etc. Tout ce travail concret, opérationnel, qui pourrait permettre de décrire ce qu'est un pilier européen de l'OTAN n'est pas fait, n'est pas en train d'être fait, personne n'a envie de le faire, parce que c'est très conflictuel. Et donc, je ne suis pas convaincu que sur le plan opérationnelle, l'Europe soit plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a été avant le sommet de l'OTAN. Et quant à l'OTAN elle-même, je termine là-dessus, est-ce que l'OTAN est plus fort aujourd'hui qu'avant le sommet? Alors effectivement, on peut dire oui, l'OTAN est plus forte parce qu'à l'intérieur, les pays dépendent plus et que l'Amérique est plus contente parce qu'on arrive à des chiffres assez impressionnants, de 4% du PIB en matière de défense pour la Pologne et les pays baltes, par exemple. Donc on peut dire que oui, l'OTAN est renforcée, que tous les alliés sont d'accord pour créer la défense européenne dans l'OTAN et non pas contre l'OTAN ou en dehors de l'OTAN. Mais qu'est-ce que c'est que la force d'une organisation militaire? Ça n'est pas le niveau des budgets de défense. La force d'une organisation militaire, c'est premièrement, est-ce qu'elle est crédible par l'adversaire? Or, les Russes voient quand même que Donald Trump multiplie des discours plus que sceptiques vis-à-vis de l'OTAN et de la protection américaine sur ses alliés européens, sur certains alliés notamment, comme l'Espagne, qu'il qualifie d'allié insupportable. Donc, c'est pas très crédible de la part de l'ennemi. Et deuxièmement, la force d'une organisation militaire, à côté de sa crédibilité militaire, c'est le degré de confiance que les membres ont entre eux. Parce qu'encore une fois, il s'agit de mourir les uns pour les autres. L'OTAN, c'est ça, c'est on meurt ensemble euh, pour tous. Hein. C'est presque les trois mousquetaires. Et donc, est-ce qu'on a un niveau de confiance très élevé aujourd'hui entre les Européens et les Américains? Certainement pas. Le niveau de confiance, il est plus bas que jamais et tout le monde fait semblant.
d'être réconciliés par cette déclaration sur l'article 5. Et donc, conclusion, je crois qu'il y a encore énormément de travail à faire pour renforcer l'Europe de la défense, l'autonomie stratégique européenne, et qu'il serait urgent que les Européens commencent à le faire entre eux, entre Européens, et qu'ils n'attendent pas à chaque fois des réunions de l'OTAN pour commencer à y songer. Merci, Madame Nessoto. J'ai tenu un peu, ah non, c'est un peu trop court, mais Oh non, c'était parfait. C'était parfait. ça nous laisse. Ça nous donne le temps pour plusieurs questions. Alors, je rappelle à nos internautes que vous pouvez poser des questions dans la section questions-réponses de ce chat. Une question déjà que je peux vous passer. Une nouvelle direction européenne changerait-elle les orientations d'une Europe politique? Alors, j'imagine cette question fait allusion à une nouvelle direction européenne, c'est-à-dire une Europe qui serait plus poussée vers la défense. Et pourrait-elle ensuite, voilà, être accompagnée d'une Europe politique? Est-ce que les deux projets sont complémentaires? Je ne comprends pas très bien ce qu'est une nouvelle direction européenne parce qu'on a des institutions démocratiques en Europe qui sont élues pour un certain nombre d'années, donc pour 5 ans. Donc on va avoir la même commission, le même Parlement et sans doute le même Conseil européen pour les 5 ans qui viennent. Et donc, il n'y a pas de possibilité de changer la direction de l'Union européenne. Alors, ce qui pourrait changer dans l'Union européenne, c'est si un des États membres décide de quitter ou de changer, oui, de quitter l'Union européenne. Évidemment, tout le monde pense à la France, si jamais les partis traditionnels perdaient les élections l'année prochaine pour l'élection du président de la République. Mais sinon, il n'y a pas de possibilité de changer de direction. Il y a peut-être une possibilité de changer de politique, d'orientation politique, de vision politique, de priorité politique, mais ça doit se faire par une unanimité du Conseil européen avec la présidente de la Commission, et que je sache aujourd'hui, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de grand exercice en cours de brainstorming européen pour l'adoption d'une nouvelle politique étrangère ou d'une nouvelle vision du monde. Donc je suis, si votre question est est-ce que l'Europe va enfin décider de devenir une Europe autonome sur le plan stratégique, bien qu'alliée aux États-Unis, avec les moyens de sa défense, avec une véritable organisation de défense qui pourrait être efficace même si l'Amérique n'intervient pas. Si votre question est est-ce que les États membres, les 27 États membres vont décider de cela aujourd'hui ou demain, la réponse est ils l'ont décidé à peu près de façon rhétorique, mais pour l'instant, ils ne veulent pas le mettre en œuvre. Donc, il faudrait vraiment, me semble-t-il, un choc très brutal qui ne viendrait que de l'extérieur. Je ne vois pas la dynamique politique venir aujourd'hui de l'intérieur de l'Union. Mais il faudrait un choc très brutal venant de l'extérieur. Par exemple, une attaque russe sur un des pays de l'Union européenne ou véritablement une volte-face de Donald Trump qui dit je retire mes 80 000 hommes du continent européen et je ne veux plus entendre parler de dissuasion élargie américaine sur le continent européen, il faudrait l'un ou l'autre ou les deux chocs extérieurs pour qu'il y ait véritablement une révolution politique, je crois, à l'intérieur de l'Europe et que les Européens décident véritablement de passer à l'acte sur le plan de la défense. Mais pour l'instant, tel qu'on est parti jusqu'aux prochaines élections, on a une Europe dont le consensus est il faut renforcer l'autonomie stratégique européenne dans le cadre de l'Alliance Atlantique comme un pilier européen de l'OTAN. Merci beaucoup. Et puis oui, c'est cette question, je pense, de l'Europe politique, comment cette Europe politique peut faire voir naître une Europe de la défense est vraiment au cœur des questions des internautes. Alors, je vais essayer de rester alors sur cette dynamique. Beaucoup des questions touchent à alors comment est-ce que cette Europe politique peut dépasser peut-être aussi la rhétorique et comment est-ce qu'elle peut être aussi
actée. Et on touche beaucoup sur cette question institutionnelle et beaucoup sur cette question de qui aussi représente cette Europe de la défense. Notamment, alors une des questions est sur l'influence de Madame von der Leyen sur la politique européenne en question en matière de défense. Une autre question également, quelle perspective pour un conseil de défense au sein du Conseil de l'Union européenne? Est-ce que c'est une possibilité d'avoir un organe qui serait vraiment dédié sur ces questions de défense au sein de l'Union européenne? Et également, que pensez-vous de la possibilité d'une réforme profonde du SEAE en ce moment et du rôle du haut représentant à l'Union européenne jugé qui est trop lent par la France et l'Allemagne? On a vu ces dernières semaines cette évolution d'une possible réforme de la politique étrangère européenne à ce niveau-là. Il y a beaucoup de questions dans cette question, mais je Tout à vais fait. les prendre une par une. D'abord, l'Europe politique, ça n'est pas uniquement l'Europe de la défense. Je dirais que la politique de défense commune serait l'aboutissement le plus visible de la création d'une Europe politique. Mais l'Europe politique, c'est avant tout une capacité et une volonté de décision autonome. C'est l'idée que, quelle que soit la question internationale, que ce soit une question géopolitique ou une question monétaire ou une question environnementale, c'est l'idée que les Européens décident tout seuls. Après, ils peuvent demander à leurs alliés américains, et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec nous? Mais c'est l'idée qu'on décide seul. Et la grande difficulté des Européens, c'est qu'ils savent décider seuls en matière commerciale, en matière monétaire, etc., mais qu'ils ont désappris à le faire depuis 80 années d'alliance atlantique, où ils sont habitués à attendre que d'abord l'Amérique décide sur le plan de la politique étrangère et de la défense, pour voir ensuite, eux, comment ils s'adaptent ou pas à cette politique américaine. Et donc, ce qu'on appelle l'Europe politique, c'est tout simplement la réapprentissage des Européens d'une capacité de décision autonome. Je prends un exemple banal, qui d'ailleurs montre qu'on fait des progrès là-dessus. Sur l'Iran, eh bien, les Européens ont montré, notamment par leur réticence pour l'intervention, pour participer à l'intervention américano-israélienne, ont montré qu'ils avaient une vision de la gestion de la question iranienne, une vision propre qui n'était pas la vision américaine et qui n'attendait pas la vision américaine pour se manifester. Donc ça, c'est très positif, c'est un grand succès, mais pour l'instant, les Européens ne sont pas capables de faire ça, cette même capacité de décision sur la menace considérée comme la plus importante, c'est-à-dire la menace russe, qui est la menace traditionnelle contre laquelle l'OTAN a été créée en 49. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper, l'Europe politique, c'est pas d'avoir une armée européenne, c'est très parce qu'après tout, avoir une armée européenne, si vous attendez que les Américains vous disent comment l'utiliser ou pas l'utiliser ou l'utiliser, ça n'est pas du tout la constitution d'une Europe politique. L'armée européenne, c'est un outil dont on peut avoir besoin, mais la vraie constitution de l'autonomie stratégique européenne, c'est la capacité de décision propre, ce qui suppose d'ailleurs des moyens pour aider à la décision, des moyens satellitaires, des moyens de renseignement, d'évaluation de la menace, etc. Mais je voulais faire cette précision au départ parce qu'on a souvent tendance à dire ah ben, il n'y a pas d'Europe il n'y a pas d'Europe politique parce qu'il n'y a pas d'Europe de la défense. Non, il n'y a pas d'Europe politique parce qu'on ne sait pas, on ne veut pas décider seul, on veut la décision américaine avant de prendre la nôtre sur les questions Est-Ouest. Ensuite, alors, il y a 3 questions différentes. Si j'ai bien compris. Ah oui, quel est le rôle de Madame von der Leyen? Est-ce que l'influence de Madame von der Leyen en matière de défense? Alors, effectivement, il y a souvent des polémiques. Certains pays, dont la France parfois, trouvent qu'elle va trop loin, qu'elle outrepasse son mandat, que la Commission n'a pas de responsabilité du tout en matière de défense. Et donc, au début de la guerre en Ukraine, Madame von der Leyen s'était laissée aller peut-être à son enthousiasme pour la découverte des questions géopolitiques et avait effectivement pris des positions qui laissaient entendre
qu'elle était le porte-parole des États membres sur les questions de défense, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle ne doit pas être, et donc elle avait été vertement critiquée pour cela. Mais en revanche, la Commission, Madame von der Leyen, joue son rôle parfaitement quand il s'agit de mobiliser les industries européennes, d'attirer l'attention sur les redondances, les défauts de l'organisation du marché européen de la défense, quand elle organise, elle essaye d'organiser des grands programmes au sein de la Commission et au sein des budgets communautaires pour favoriser les coopérations industrielles en matière de défense, elle est parfaitement dans son rôle, elle fait ce qu'elle doit faire. Je rappelle que c'était son prédécesseur, le président Juncker, qui avait eu l'idée de ce fonds européen de défense. Donc voilà, je pense que Madame von der Leyen, au début peut-être de la guerre en Ukraine, excédait son mandat et se considérait comme le chef de la défense européenne, quoi, voire comme la future présidente de l'Europe. Je pense que les États membres ont ramené les choses à leur bon équilibre et qu'elle concentre maintenant son influence sur les domaines où elle a compétence, qui sont les domaines industriels et de défense. En même temps, je dois reconnaître que Mme von der Leyen a joué vis-à-vis de l'Ukraine un rôle de représentation, un rôle de soutien personnel tout à fait positif et parfois courageux. Ensuite, la deuxième question, c'était, pardonnez-moi, ah oui, est-ce qu'il faut un conseil de défense? Alors, je ne comprends pas très bien la question, mais soit, parce que le conseil de défense, ça n'est jamais que la réunion des ministres de la défense de l'Union européenne, qui se réunissent déjà très souvent, soit en marge des conseils avec les ministres des Affaires étrangères, soit seuls. Et donc là, il n'y a pas d'institution nouvelle à créer. Si c'est ça que vous entendez. Si en revanche vous entendez la création, un peu comme aux États-Unis, d'un Conseil européen de sécurité, c'est-à-dire au sein du Conseil européen, l'idée qu'il y ait un secrétariat peut-être permanent sur les questions de défense, avec la possibilité très vite des États membres ou de certains États membres de se réunir en Conseil de sécurité quand il y a une grave crise, ça, effectivement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Conseil de sécurité de l'Union européenne. Mais en même temps, moi, encore une fois, je ne pense pas que les institutions créent la politique. Les institutions, comme le disaient les pères de l'Europe, elles soutiennent les politiques, elles aident à les mettre en œuvre, mais elles ne se substituent pas à une volonté politique qui n'existe pas. Or, aujourd'hui, le seul Conseil de sécurité que les Européens valorisent, en tout cas pour l'instant, ça reste le Conseil atlantique, c'est-à-dire la réunion des Européens et des Américains. On peut le regretter, hein, moi je serais tout à fait favorable à un Conseil de sécurité, mais ça n'est pas à l'ordre du jour. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il faut une réforme du SEAE et du rôle ou de la personne, si j'ai bien compris, du haut représentant ou de la haute représentante, sans doute, sans doute. Mais le SEAE tel qu'il est, il est inscrit dans le traité de Lisbonne, ou en tout cas sa composition, sa mission, les caractéristiques du HR, qui est du haut représentant, qui est aussi vice-président de la Commission européenne. Tout cela est dans un traité. Et donc, on peut peut-être réformer à la marge certaines choses, mais personne n'a envie aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, de réformer le traité. Alors ensuite, il y a les questions de personnes. Euh, il est, euh, il est vrai qu'au départ, la guerre en Ukraine a mobilisé tellement l'attention, la surprise, comment dire, l'inquiétude des Européens quand elle a éclaté en 2022, que l'on pensait que la priorité des priorités de la politique de défense de l'Union européenne serait et resterait toujours le front Est, le front russe. Et qu'avoir quelqu'un venant des pays baltes, c'était parfait pour avoir ce poste de haut représentant. On s'aperçoit aujourd'hui que le monde est bien plus vaste, malheureusement, en matière de sécurité, que le front Est, qu'il y a le front Sud, le front Moyen-Orient, que l'Afrique est dans un état de décomposition terroriste absolument effrayante, que l'équation géopolitique en Asie est loin d'être claire. Moi, je ne parle pas de menaces chinoises, mais que l'équation politique en Asie est loin d'être stable. Et donc, c'est vrai
qu'il faudrait donner à ce haut représentant ou à cette haute représentante de l'Union européenne à l'avenir un scope, si je puis dire, une vision, une responsabilité beaucoup plus large que le seul franc Est. Voilà, je crois que j'ai répondu aux trois. C'est superbe. Écoutez, en plus, je vois l'heure qui tourne et on a encore Pardon. quelques questions. Non, 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 c'est très intéressant et je pense que ce que vous avez énuméré au début sur cette idée d'Europe politique, cette Europe de la défense, est très, voilà, éclaire beaucoup, en gros, des discussions qui se passent en ce moment. Pour revenir un peu sur le sommet en soi qui vient de se dérouler à Ankara, une des questions qu'on a une des questions touche sur le rôle de la Turquie au sein de cette alliance. Qu'est-ce que la Turquie a peut-être aussi joué comme carte en accueillant ce sommet et qu'est-ce qu'elle a peut-être gagné à travers ce sommet? Alors, la Turquie est un pays spécifique, je dirais, au sein de l'OTAN. D'abord, c'est un des grands, gros pays du flanc sud, à cheval entre donc le théâtre géopolitique européen et les théâtres moyen-orientaux. Et la Turquie est régulièrement, je ne dis pas systématiquement, mais est régulièrement un allié difficile pour les Américains. Il faut se souvenir qu'en 2003, lorsque le président Bush a décidé de faire sa guerre en Irak, les Turcs avaient refusé le survol de leur territoire pour cette opération militaire contre l'Irak. Les Turcs ont, deuxièmement, ont des difficultés également avec les Américains sur la question kurde. Les Américains utilisent les Kurdes comme des alliés, d'abord en Irak et ensuite en Syrie, alors que pour les Turcs, les Kurdes sont les ennemis héréditaires qu'il faut évincer à tout prix. Et donc, à plusieurs reprises, les Turcs ont affronté les Américains qui défendent les Turcs qui défendent les Kurdes, alors que les Turcs, au contraire, veulent sinon éliminer, en tout cas affaiblir un maximum les Kurdes. Donc, c'est le deuxième point de contentieux. Et le troisième point de contentieux, c'est que la diplomatie de M. Erdogan est une diplomatie relativement habile, il faut le reconnaître, puisqu'il n'arrive à se fâcher avec personne. Il a il a de bonnes relations avec la Russie, il a de bonnes relations avec Kiev, et donc un des points de contentieux euh, de la Turquie avec les États-Unis, ça a été l'achat, il y a quelques années, je ne me souviens plus de l'année exacte, l'achat par la Turquie de missiles russes. Et donc, évidemment, ça fait un peu bizarre quand un de vos alliés achète les missiles de votre adversaire. Et donc, les Américains avaient répondu par une série de mesures, et en particulier d'interdiction pour les Turcs d'avoir accès à un certain nombre d'armements américains. Donc ça, voilà, ça fait beaucoup de contentieux. La Turquie est un pays difficile. C'est un pays difficile aussi au sein de l'Union européenne, parce que, comme vous le savez, les Turcs ne reconnaissent pas l'existence de la République de Chypre. Et donc les Turcs, pardon, les Turcs mettent un veto pratiquement systématique dans le cadre de la relation Union-OTAN, mettent un veto pratiquement systématique à tout, parce qu'ils ne veulent pas que la République de Chypre soit associée à telle ou telle négociation ou évolution de l'OTAN. Et donc, pour l'Union européenne, c'est difficile. Chypre est un pays membre de l'Union comme la France ou comme n'importe quel autre, et donc on ne peut pas accepter qu'un des pays de l'Union soit exclu à cause de la Turquie. Et enfin, dernier point, les Turcs veulent absolument être associés au programme industriel de la Commission européenne. Ils veulent pouvoir émarger, si je puis dire, un certain nombre de fonds que la Commission européenne a proposé pour booster l'industrie de défense européenne. Et alors, ils en avaient fait un des points importants pour le sommet d'Ankara, mais je crois que à ma connaissance, on n'a pas cédé, c'est-à-dire, eh bien, un pays non membre de l'Union ne peut pas avoir accès au financement de l'Union réservé aux industries européennes. Tout à fait. Je vois qu'on est déjà à 14h31, mais une dernière question, je pense, sur laquelle on pourrait avoir une belle ouverture de votre part, Madame Lesotho, c'est cette question où voilà, vous avez énuméré l'OTAN créée en 49 en division de cette Europe Est-Ouest et face
voilà, face à la Russie. Alors, comment est-ce que vous évaluez cette menace russe dans les années à venir? Ah bah, écoutez, moi, je ne suis pas dans les services de renseignement et je n'ai accès qu'à des sources ouvertes. Et je crois c'est une question majeure, évidemment, et, et pour lequel aujourd'hui on a une réponse qui est à peu près consensuelle entre les Européens, les Américains, donc une réponse atlantique absolument consensuelle qui est de dire il y a une menace russe imminente, enfin imminente, c'est-à-dire dans les 2 ou 3 ans qui viennent, sur un morceau de pays ou sur un pays de l'Union européenne. Les services secrets allemands ont avancé la date de 2028, d'autres services disent avant 2030, donc c'est vraiment dans les 2, 3 ans qui viennent. Et c'est, comment dit-on, la base de réflexion de tous les états-majors européens, y compris français, et c'est la base de réflexion pour l'accélération des efforts industriels et stratégiques européens en matière de défense. Effectivement, si on était tous convaincus du contraire, qu'il n'y a aucune menace russe à venir jamais, eh bien, la consolidation de l'Europe de la défense serait effectivement beaucoup moins rapide. Donc ça, c'est la vision majoritaire, consensuelle, je le reconnais. Simplement, qui dit que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, il faut s'attendre à une menace russe. Cette vision majoritaire dit aussi qu'aujourd'hui, les menaces peuvent être en deçà de l'usage de la force. C'est ce qu'on appelle les menaces hybrides. Et là, on est déjà en pleine mise en œuvre des menaces, puisque les Russes n'arrêtent pas de nous accabler d'attaques cyber, de désinformation, de cyberharcèlement, etc., etc. Donc, si on prend la menace en deçà de l'usage de la force, on est déjà menacé, voire attaqué par la Russie. Si on prend l'usage de la force, tout le monde pense que ça pourrait venir d'ici 2 ou 3 ans. Moi, je vous avoue, je suis un peu sceptique, mais j'ai peut-être tort, j'ai sans doute tort, parce que seul contre tous, ça me paraît difficile, mais quand je vois l'état de l'armée russe en Ukraine, quand je vois les progrès, ou le peu de progrès quand même qu'ils ont réalisé en 4 ans et demi, ils ont pris à peine 12% du Donbass qu'ils revendiquaient avant et qu'ils avaient déjà attaqué dès 2014, donc il y a plus de 10 ans. Quand je vois qu'ils sont obligés de faire appel à des soldats nord-coréens pour continuer le combat, qu'ils sont dans un état de quasi-pénurie pétrolière à cause non seulement de leur propre consommation, mais des effets en retour de la guerre en Iran. Moi, je ne suis pas sûre que la Russie soit dans l'état optimal pour préparer une deuxième attaque contre un des pays européens. Voilà, ça c'est la raison de mon petit scepticisme, et c'est un argument que j'ajoute au dossier. Je ne remets pas en cause l'idée d'une menace russe, mais l'idée qu'elle se manifeste d'ici 2 ou 3 ans et que après c'est la fin du monde si on n'est pas prêt, moi j'ai quelques doutes. Écoutez, au moins, ça nous laisse une dose d'optimisme pour cet été, alors en essayant de Ah, continuer. pour cet été, peut-être, espérons-le, oui. En tout cas, et même peut-être, espérons, voilà, espérons encore plus loin. Mais merci encore, Madame Nexoto, d'avoir accepté Merci à vous. cette invitation. On avait encore plusieurs questions, notamment, c'est vrai qu'on n'a pas couvert beaucoup de questions sur cette Europe de la défense qui se construit, notamment sur les questions industrielles, donc le SCAF, les relations aussi, voilà, avec SAFE. Donc, on garde ces questions et je pense qu'on sera ravis de vous On peut réinviter. faire un feuilleton d'Europe de la Voilà. défense, hein, si vous Je pense voulez. qu'on serait ravis de pouvoir continuer cette conversation à la rentrée sur voilà, l'industrie de défense européenne. Merci encore d'avoir Merci beaucoup. accepté cette Euro-question et je souhaite aussi remercier tout particulièrement la délégation française de la Fondation Carlos Gulbenkian pour Oui. soutenir cette Euro-question. Vous pourrez retrouver cette Euro-question en ligne sur YouTube et un lien sera envoyé pour le replay. Merci à tous et je vous souhaite un très bel été. Au revoir. Au revoir.